Bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue à tous pour cette soirée spéciale vin de volcan. Ça va Alors, être une soirée explosive, si je me... oui, exactement. Bah, on va voir ce qui va se passer. Écoutez, plein de surprises sans doute. Alors, bonjour à tous. Bah, vous pouvez, voilà, super. Merci Bernard de commenter déjà dans le chat. Donc, pour rappel à tous, les talk shows, voilà, vous pouvez tous commenter, écrire, voilà, d'où vous venez par exemple. Comme ça, on voit en général, vous venez de partout en France et même de l'étranger. Donc, nous, on est basé donc à Antibes avec Franck aujourd'hui. Ensuite, Gilles Bonnefoy qui est aujourd'hui vigneron, donc au vin de la Madone. Donc, lui, il est en Côte du Forez. Et ensuite, nous avons Pascal Pols qui, lui, est donc dans l'Estérel, du côté de Mandelieu, dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Ah, de Ouistreham. Ah, bonjour, du monde qui vient de partout, de Lourdes, de Dijon. Très bien, Lourdes, il va peut-être se passer un miracle finalement. peut-être bien. Donc, on vous laisse entrer tranquillement. On est une 70 à peu près personnes connectées. C'est top, il y avait à peu près 200 personnes inscrites, un peu plus, 250 à l'événement. Donc, c'est un sujet qui intéresse bon nombre de fans de vin. C'est chouette de voir cet engouement pour les vins dit explosif et volcanique. Ce soir, avec nous, il y aura aussi Mister Florent Toche, qui est notre ami expert géologue et qui est aussi formateur, que nos apprentis connaissent bien, puisqu'il fait des formations aussi chez nous en tant que formateur. Il vend du vin, mais il est aussi géologue de métier. Donc, il pourra aussi nous éclairer. Il connaît bien surtout les stérelles, puisqu'il est du Sud. Donc, on pourra aussi échanger avec toi, Florent, pour pouvoir avoir quelques éclairages sur ces volcans, ces vins de volcans et ces roches volcaniques. C'est un suceur de cailloux. Et oui, Mhm. il a plus beaucoup de dents d'ailleurs, ou elles sont très polies. Voilà. Ouais. Il répond pas. Non, non, mais c'est-à-dire que elles me font encore mal là, et la mutuelle ne m'a toujours pas remboursé. Ah, vraiment difficile mon métier. On va Très peut-être bien. rentrer. Apparemment, nous ne sommes pas humoristes, mais nous sommes géologues. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet, peut-être. On va demander donc Voilà, à. alors, je laisse les gens entrer tranquillement. Voilà, super. Donc là, je pense qu'on est à peu près 80, donc tout le monde est plutôt bien arrivé. Donc, on peut lancer. Est-ce que Audrey Delbar aussi, Audrey, donc, est une formatrice à nous, on pourra la présenter tout à l'heure, je ne la vois pas, donc elle pourra intervenir aussi. Ah si, elle est juste là, Audrey, elle rentre. Donc, je vous présenterai aussi Audrey, qui est formatrice avec nous au sein de Franck Thomas Formation et de la Revue du Vin de France Académie. Et elle mène en parallèle des travaux de recherche sur la dégustation géosensorielle et donc sur l'approche entre le goût du vin et son lieu d'origine, sa parcelle d'origine. Voilà. J'aimerais bien commencer les présentations et un tour de table. Est-ce qu'on peut commencer par la présentation de Gilles, peut-être, qui est vigneron, tout droit en direct de l'Auvergne? Donc, Gilles Bonnefoy. Alors, non, je ne suis pas en Auvergne. Je suis pas très Enfin, loin du de fond. Forêt. Je ne fais pas partie de la région Auvergne. J'ai 52 ans, vigneron à Chambu, à côté de Montbrison, département de la Loire, au centre de l'appellation Côte du Forêt. Et on travaille au domaine sur environ 13 hectares de vignes, dont à peu près 6 sur des basaltes. Et tu as commencé ta première partie de carrière. On s'est connu là-bas comme commercial de champagne chez Veuve Clicquot. Pauvre Pico, tout à fait, excellente mémoire, Franck. J'ai fait un BTS technico-commercial en vin spiritueux et ma première carrière, c'est 100% liée au commerce. Et en parallèle à cette activité-là, en 97, j'ai repris des vignes sur le village dont je suis natif, Cheveux, sachant que mes parents n'étaient ni agriculteurs, ni encore moins vignerons. Il a fallu plusieurs années de transition pour passer du métier de commercial à celui de vigneron en même temps. Et pour quelques années supplémentaires pour en vivre modestement, mais ça me coûte pas mal.
Alors, effectivement, est-ce que Gilles, on peut refaire comme tout à l'heure, parler un petit peu plus fort? C'est vrai qu'on n'entend pas bien le son de ta voix. Ok. Je vais parler un peu plus fort dans ce cas. Est-ce que c'est mieux? Je pense, ouais. Oui, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Donc, oui, ça a été une installation progressive hors cadre familial qui a nécessité pas mal d'années pour arriver à en vivre, à en sortir un salaire. Et aujourd'hui, ben, ça marche plutôt mieux que ça n'avait démarré il y a 25 ans de cela. Est-ce qu'on vous entend mieux? Voilà. Est-ce que tu as, Gilles, est-ce que tu n'as pas un casque avec des écouteurs, un truc comme ça, non? T'as pas. Je suis très mal équipé. Je vais essayer de mettre ma main comme ça pour que ça porte un peu plus. J'ai pas ce qu'il faut au niveau matériel audio. Il n'y a pas d'internet dans le forêt, c'est pour ça. On est mal desservi. Ok, bon, peut-être on peut passer la main à Pascal, hein. Ouais, ben bonsoir à tous. Moi, je suis tout nouveau dans le monde du vignoble. Je suis sommelier de formation et de métier depuis 30 ans. Et puis, j'ai bifurqué, enfin, j'ai eu l'opportunité, il y a 1 an de ça, de reprendre la direction d'un domaine viticole qui est situé dans l'Estérel, donc à côté de Cannes. Et il se trouve que c'est un massif volcanique, que je suis originaire d'Auvergne, voilà, mais de la vraie Auvergne, pas celle de Gilles, pas le Forez, vraiment le massif central. Et puis voilà, j'ai une connexion avec le vin et le terroir depuis longtemps. Et puis là, une aventure nouvelle avec un sol de roches volcaniques également. L'Estérel est un massif volcanique, mais peut-être que Florent nous en parlera un peu parce que c'est pas du volcan, il n'y a pas de volcan en tant que tel, c'est pas éruptif. Donc, ce sont plutôt des roches, des magmas qui ont séché. Enfin, il nous expliquera un peu ça. La roche, c'est la rhyolite. Et on m'a donné les commandes de ce domaine parce que ça appartient à un groupe qui a racheté le restaurant où j'étais, qui s'appelle l'Oasis, à la Napoule. Et depuis que le restaurant a été racheté, la gastronomie a flanché un peu. Le Covid a aidé tout ça. Et du coup, on m'a proposé de sortir de la restauration. J'ai monté une activité de caviste et j'ai repris la main sur le domaine. Donc, on est en train d'expérimenter des vinifications, de voir ce que le terroir a à nous raconter parce qu'il y a un lieu assez magique. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelques cuvées qui nous le prouvent de ce qui a été fait avant. Et là, on est dans l'aventure de replanter, de surgreffer, de rentrer dans le monde volcanique, non seulement par le terroir, mais par certains cépages. Donc, voilà. Le vignoble existe, je crois, depuis les années 1960, hein. Ouais, le vignoble existait, il appartenait à la famille Paul Ricard. Et c'était un vignoble qui produisait du vin de façon Paul Ricard. Donc, on faisait du volume, on faisait pisser la vigne, c'était pour abreuver certains marchés. Et il y avait beaucoup de négoces, donc c'était assemblé avec plein d'autres choses, ce qui fait qu'il n'y avait aucune lecture terroir. Ça a été abandonné. Moi, je suis arrivé sur la région de Mandelieu dans les années 95. Et ce lieu-là, c'était un lieu de villégiature des gens de Mandelieu où il y avait beaucoup d'attractions et de tennis, de restauration, de poney club, etc. Et on traversait pour aller à ces endroits de vie. On traversait le vignoble qui était en abandon complet, hein. C'était quelques pieds par-ci par-là, enfin, il n'y avait plus de vin. Donc c'était complètement perdu. Et ça a été remis en culture par Sébastien qui est arrivé sur le domaine dans les années 2006-2007. Et lui, il a replanté, il a recréé le vignoble, il est sur 4 hectares. Et aujourd'hui, on a la possibilité de pousser à 8 hectares de plantation. On ne va pas y aller tout de suite, on va y aller doucement. Mais voilà, Sébastien avait recommencé à restructurer tout ça. Donc, les vignes ont à peu près 15 ans d'âge aujourd'hui. Donc, c'est un vignoble qui semble récent sur un lieu ancien, mais qui n'avait jamais vu de chimie, qui avait été respecté. Donc, voilà, on verra. C'est un challenge. Et puis, au passage, tu as quand même été, en tant que sommelier, meilleur ouvrier de France, sommelier en 2017, si je ne me trompe pas. 15. 15. Mais bon, le meilleur ouvrier de France au niveau vigneron, j'ai essayé l'autre jour de faire un salon vigneron professionnel avec un col bleu, blanc, rouge. C'est pas passé. Non, je déconne. Je le mets jamais, je l'affiche pas. Tu as bien raison. Mais je vais essayer de faire des vins blancs et des vins rouges, ouais.
Bien déjà. Voilà. Ok, donc merci pour cette présentation. Et bah, nous, on aimerait bien avoir quelques éclairages. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Alors déjà, qu'est-ce qu'un vin volcanique? Parce que c'est vrai qu'on a défini tout ça. On a mis ce soir un nom qui est qu'est-ce que les vins de volcan? Mais est-ce qu'il y a un type de vin de volcan? Effectivement, peut-être qu'on pourrait parler un petit peu des régions qui existent sur lesquelles on trouve ces grands vins. Et puis, voilà, première chose peut-être, est-ce que Franck, tu as envie de nous partager un petit peu les grandes régions de vins volcaniques, par exemple? Tu penses à quoi comme région qui t'a marqué? Ben, on va dire dans les grands terroirs volcaniques, bon, il y en a beaucoup, bien sûr beaucoup, mais on va bien sûr penser à l'Etna, on peut penser aux îles éoliennes Stromboli, donc au nord de la Sicile, on peut penser donc au Kaiserstuhl en Pays de Bade, en face de Colmar. Dans le même secteur, on peut penser au Rangen de Tann, on peut penser bien sûr à l'Auvergne dans sa dimension plus large, l'Estérel, puisqu'on en a parlé. On peut penser bien sûr à Lanzarote et donc aux Canaries. On peut penser aussi au vignoble de Tokai, etc. On va le retrouver aussi bien sûr, dans le lac Léma Christi, au pied du Vésuve, Santorin. Voilà, donc il y a quand même de nombreux terroirs volcaniques. Mais c'est vrai que ces terroirs volcaniques, on les met dans un ensemble volcanique ensemble, mais on va voir qu'il y a plusieurs types de volcanisme. Il y a déjà beaucoup, et qui impactent, on va dire, différents types de roches et qui impactent aussi différents types d'expressions dans les vins. Au sein de l'école, donc à travers la dégustation géosensorielle, on mène des recherches avec Florent, entre autres. On a fait un week-end spécial sur les vins de volcan. Et c'est intéressant de voir que dans la dimension tactile, dans la dimension énergétique et dans la dimension des saveurs et des profils des vins, il y a, voilà, le monde des volcans est un chapitre à lui seul, même si ce n'est pas la majorité des terroirs, parce que la majorité des terroirs sont des terroirs sédimentaires en termes de volume d'importance. Ensuite, on peut dire qu'on trouve les terroirs granitiques ou cristallins dans un deuxième temps. Les terroirs volcaniques sont quand même des terroirs à la marge, mais révélateurs d'un grand potentiel. Et c'est vrai qu'en ce moment, ils ont le vent en poupe, puisque finalement, gustativement, ils peuvent amener, ça je vais laisser les vignerons en parler mieux que moi, et les dégustateurs, ils amènent une certaine fraîcheur, une certaine dimension dans le vin. Exactement. Mais justement, ça a le vent en poupe grâce aussi à beaucoup de travaux, enfin le travail des vignerons qui ont été faits, grâce aussi à la communication développée par Loire Volcanique. On en parle où on met par exemple vraiment en avant ces vins de volcan. Comment vous le présentez, vous, comment vous vivez avec, comment tu vis avec toi, Gilles, au sein du domaine, quand on te parle justement de ces vins de volcan qui sont clairement affichés sur tes étiquettes, gammés sur volcan? Nous, ça a été du départ une volonté de communiquer sur les origines des sols, sur les étiquettes, donc sur les vins qu'on distribue, qu'on produit et qu'on vend. C'est quelque chose qui, effectivement, n'a pas vraiment trouvé sa clientèle au début. C'était pas, il y a eu un intérêt, je dirais, pour les terroirs sur lesquels sont produits les vins, euh, qui est assez récent, 5 à 10 ans. Et effectivement, comme tu l'as dit, Justine, sur l'aspect Loire volcanique, on a pu arriver à communiquer autour de ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est recherché, en partie parce que, comme dit Franck, il y a une perception gustative très particulière, de la fraîcheur, je ne vais pas dire minéralité, un peu plus de salinité. C'est plus le terme que j'aime employer quand je parle de. Ah, on t'entend pas bien, Gilles, le son est parti. Ah, ouais, Voilà. là c'est mieux. Voilà, donc oui, le terme salinité correspond mieux au vocabulaire que j'ai l'habitude d'employer que minéralité, parce que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Toujours est-il qu'au domaine, on a la chance d'avoir sur le même cépage, le Gamay noir Julien, le cépage de notre appellation, différents terroirs avec des vinifications quasi identiques. Et on a fait l'expérience récemment avec Justine. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a une réelle différence sur les vignes quasiment du même âge. Il n'y a pas l'effet vigneron qui va faire que les vins vont différemment. Là,
tout est produit de la même façon, tant à la vigne qu'à la cave, et on a des styles de vin vraiment diversifiés. Donc, il y a quelque chose autour du style vin volcanique. Le définir plus précisément, c'est complexe. C'est Et il y a beaucoup aussi, il y a beaucoup de styles de terroir volcanique. exactement, nous on est sur un type de basalte qui s'appelle la basanite. Et ce basalte contient un peu de calcium, ce qui est pour chez nous une exception, parce qu'on est sur un socle granitique de l'extrême est du Massif central, complètement dépourvu de calcaire. Donc, on retrouve des résurgences calcaires en périphérie de certains volcans, dont celui de la Madeleine. Et on a des styles, je pense, un peu différents d'autres volcans locaux autour desquels on ne trouve pas de calcaire. Donc, on sait en agronomie, le calcaire joue un rôle fondamental sur la vie des sols, sur la vie microbienne et sur l'assimilation de pas mal de minéraux. Et les études qu'on a fait, nous, sur le forêt sur le Bradel, ont été menées par Yves Hérodi, et ce qu'il est ressorti, c'est que sur les teneurs en manganèse, des sols issus de basanite qui sont extrêmement élevés, et ce manganèse peut être toxique pour la plante. Donc, on suppose que la plante utilise le fer pour se protéger, pour chélater en quelque sorte les éléments toxiques dont le manganèse et aussi l'aluminium, parce qu'il y en a beaucoup dans le sol. Et on pourrait supposer, mais ça reste très hypothétique, que ce côté un peu salin provienne de cette teneur en fer un peu supérieure que la plante utilise pour se protéger de cette toxicité de ces minéraux. Et tout ça, c'est très pointu, c'est des hypothèses. Je sais qu'il y a un travail mené par une autre association qui s'appelle Vinora sur justement les liens entre les sols et le goût des vins qui pourrait permettre d'approfondir, ou pas d'ailleurs, cette hypothèse. Parce que nous, on en était resté là. Et toi, Pascal, du coup, toi dans les domaines, dans les vins du domaine de Barbossi, pour parler un petit peu du domaine, et ensuite, toi, de toute façon, dans ton expérience de dégustation, puisque je sais que tu es toujours à la recherche aussi des… J'ai effectivement beaucoup plus d'expérience de dégustation des vins volcaniques parce que ça fait maintenant à peu près une quinzaine d'années que je m'intéresse à ces terroirs. Le fait d'être auvergnat d'origine, peut-être, j'en sais rien, mais le fait d'avoir rencontré des types comme Gilles il y a 15 ou 18 ans et d'avoir commencé à connecter avec ce type de vin. Et j'ai bossé et j'ai même fait à un moment donné sur la carte des vins une sélection de vins de terroir volcanique. Et je m'amusais beaucoup à montrer des vins avec des expressions, mais on a eu la discussion avec Gilles il n'y a pas très longtemps. On a beau être sur un domaine avec des terres volcaniques, toutes les cuvées n'en ont pas la quintessence de l'expression. Qu'est-ce qui fait que ces cuvées n'ont pas cette… Et ben alors là, il y a peut-être une intervention humaine, il y a peut-être l'intervention de l'âge de la vigne, il y a peut-être des secteurs qui sont plus marquants que d'autres. Et c'est vrai que quand moi je veux un vin volcanique, je ne sais pas ce que je vais réussir à retranscrire avec le terroir que j'ai à Barbossi, mais je connais mes goûts et je sais où je veux aller. Après, y arriver, ça sera une autre chose. Mais ce que j'aime dans les vins volcaniques, c'est ce côté graphite qu'on peut trouver sur les vins. Et moi, j'aime ce côté fusain, ciselé, caillouteux. Et je trouve que pour avoir travaillé avec des vins de Santorin, avec des vins de l'Etna, de Terre sur des Nero Mascalese, on a ces caractères qui sont toujours assez ciselés, très épurés, en même temps puissants parfois, mais rafraîchissants, toniques. Donc j'aime ces expressions et j'aime ces fins de bouche qui ont une singularité. Pour ce qui est de Barbossi, le seul vin pour l'instant où j'ai trouvé cette dimension-là, c'est un blanc 2020 qui avait été vinifié par Sébastien. Quand Sébastien est parti, il y a un œnologue qui a pris la main et qui a mis ce vin en bouteille avec un travail d'œnologue, donc filtration, sulfitage et tout ce qu'on veut. Et quand j'ai regoûté le vin, je ne l'ai pas reconnu. Donc, j'ai vendu les 21, j'ai stocké ces 2020 qui restaient. Il y avait quoi? Il y a 800 bouteilles. Hein. Je les ai stockées un an. Et là, on est en train de les réouvrir et de les goûter. Et maintenant, on commence à parler de caractère graphique du sol. Donc,
j'ai l'impression que ça se retranscrit. J'ai eu pendant longtemps la croyance qu'on avait plus de marqueurs terroirs sur les blancs que sur les rouges à travers le volcanisme. Ça me semblait plus évident, en tout cas, à lire. Et puis je goûte de plus en plus de rouge où il y a cette notion-là. Voilà. Maintenant, encore une fois, je crois que toutes les cuvées ne l'ont pas. Et dans tous les domaines d'Auvergne que je goûte, et Dieu sait si j'en fais un paquet, il y a des cuvées où c'est très présent, il y en a d'autres où ça l'est moins. Et encore une fois, l'intervention humaine est importante. Il y a une question, peut-être, voilà, bon, sur qu'est-ce que tu entends par le côté ciselé d'un vin, le côté graphite, si tu peux. Un graphite, c'est ces sensations que j'ai en fin de bouche qui font penser, moi j'appelle ça, mais après chacun a son vocabulaire, mais le côté fusain, mine de crayon, ardoise un peu. Et à la fois, ça fait saliver, donc il y a ce caractère salin, et en même temps, il y a cette note qui, des fois, pourrait faire penser à des élevages barriques, un petit peu fumés, et qui est sur des vins qui n'ont jamais vu de passage en barrique, qui fait que du béton, il y a ces marqueurs-là. Et donc là, on se dit, tiens, le terroir, il a donné une typicité, parce que sur ce cépage-là, ce n'est pas un caractère habituel. On trouve beaucoup plus de caractères épicés poivrés sur des gamets qui sont faits sur Forez, Côte d'Auvergne, que sur les mêmes gamets qui sont faits dans la région du Beaujolais. Donc, à un moment donné, il y a bien un impact. Alors, certes, vous allez tous me dire qu'il y a une variation de gamay infinie et que peut-être d'un domaine à l'autre, ce n'est pas tout à fait le même gamay qui est utilisé. Donc, voilà, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Mais ces terroirs-là ont une définition aromatique singulière. Et moi, je pense qu'il faut l'exprimer. Et j'aimerais que quand on parle de vin volcanique, qu'on soit capable d'arriver à isoler dans chaque domaine les 2, 3 ou 4 cuvées qui sont vraiment marquées et celles qui le sont moins parce qu'il y a peut-être une vinif qui est faite en carbo, parce qu'il y a peut-être autre chose. Peut-être ne pas les qualifier de volcaniques. Maintenant, c'est compliqué dans un même domaine de scinder en deux. On a déjà du mal à faire des groupes larges. Alors là, ça ramène à… Et pour reprendre, pour reprendre ce que disait Pascal sur l'aspect ciselé d'un vin, pour moi, donc ce qui est ciselé, c'est quelque chose qui est à la fois aiguisé, mais salivant et savoureux. Je dirais que c'est un peu l'éclat du cristal. Oui, quelque chose un vin qui est lumineux, qui est éclatant, qui a une précision dans la définition de son goût. C'est comme si on devait comparer à un son. Et que ça prend cette notion de pureté. Sur les vins bien réalisés en sol volcanique, on a souvent une espèce de pureté aromatique, un toucher de bouche qui est très, très subtil, très délicat. C'est pas massif, c'est pas grossier. Il peut y avoir de la puissance, mais il y a toujours des fins de bouche et voilà, quelque chose qui est très fin, très élégant et très pur. Voilà. Avec plaisir, Pierre. Et justement, merci, tout à fait. Et justement, c'est intéressant ce côté légèrement fumé. On le retrouve aussi comme l'a disait Jean-David, au domaine Augereau, c'est vrai, sur son vin de Spilith également, on retrouve un petit peu ces notes-là. Mais alors du coup, est-ce que ça voudrait dire, j'ai peut-être posé des questions à Florent aussi, notre géologue référent de l'école, toi qui as un peu développé aussi, travaillé sur ces vins volcaniques. Est-ce que déjà c'est quoi qu'est-ce qu'on met dans les sols volcaniques parce qu'on met beaucoup de choses dedans et est-ce que les vins volcaniques de l'Estérel et ceux les vins de Gilles par exemple, est-ce que ce sont les mêmes pierres, les mêmes roches? Et Flo, tu as 5 minutes, hein, parce que Flo est très Pas plus, on va te couper tout à l'heure, on sera obligé. C'est pas ma faute, la géologie est vaste et profonde. Alors, ce ne sont pas les mêmes sols, j'imagine. Je vais essayer. Juste au passage, j'ai mis les 2 adresses des sites internet des vins de Marossi et des vins de la Madone dans le chat. Voilà. Alors, je vais essayer de faire simple. Déjà, pour répondre à ta toute dernière question et résoudre beaucoup d'imbroglio et de chauvinisme, le Massif central et l'Estérel font partie de la même unité géologique. Quand on parle d'unité géologique, évidemment, ça couvre plusieurs millions d'années. C'est très grand.
ça nous dépasse un peu au niveau de l'échelle, mais la chaîne hercynienne, comme on l'appelle, fait rejoindre le massif armoricain, le massif central et l'Estérel et même la Corse. Et donc, dans l'ensemble, c'est la même grande unité, la même grande création de continents à la base. Depuis, évidemment, les événements ont été multiples sur Terre et c'est ce qui a fait qu'on va croiser des paysages très différents et des roches très différentes. Mais rassurez-vous, à la fois bonne et mauvaise nouvelle, il n'y a pas un seul volcan pareil qu'un autre sur Terre. En fait, on a essayé par divers moyens de les classer et d'en faire des types de volcans bien définis. En fait, on n'est jamais arrivé parce qu'il y avait toujours un volcan qui se retrouvait tout seul ou ou des volcans qui rentraient dans plusieurs catégories selon comment on voyait les choses. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment de classification de volcans. Chaque volcan est unique et chaque massif volcanique est unique, même si il fait partie de la même chaîne, de la même unité et de la même histoire. On entend souvent parler de volcans, de types de volcanisme différents, éruptifs, plutoniques, enfin, sans rentrer dans les termes trop techniques, mais il y a souvent quand même deux grandes familles, non? Alors, là où il y a un massif volcanique et un phénomène en profondeur qui fait une remontée de magma, il y a du magma qui sort du volcan et qui refroidit vite. C'est ce qui donne les roches éruptives, comme le basalte, la rhyolite. Et il y a ces magmas qui remontent beaucoup plus doucement et qui vont donner les roches qu'on appelle cristallines ou magmatiques, comme le granit ou comme les gabbros, par exemple. Sur certains gabbros, on peut trouver des vins. Donc, l'idée, c'est que, en vrai, quelque part, les granites sont des roches volcaniques. C'est juste que les magmas ne sont pas sortis du volcan et ont refroidi doucement au cœur du volcan. Et en vrai, c'est la même nature. Voilà. Exactement. Mais du coup, ils sont tout à fait différents. Alors justement, pour rebondir là-dessus, on a fait donc les vins justement de Gilles le représentent très bien sur des cuvées justement sur granit et enfin des vignes, des gamets sur granit et des gamets du coup sur les roches plutôt éruptives. Voilà, volcaniques du coup. Et donc, est-ce que tu veux bien peut-être, Gilles, nous parler de ces deux vins-là qui sont très intéressants? On a eu l'occasion de les déguster justement lors des salons à Biotope. J'avais une photo là. Il y avait Migmatite à la cuvée et ensuite la cuvée du coup Urpé en gamay sur volcan. Voilà. Ou sur les salons d'ailleurs, on retrouve les roches. Hein. Tu fais déguster les vins avec les bouts de roche que tu montres. Comment tu pourrais présenter ces deux vins qui finalement sont faits dans un climat assez similaire, etc. Mais les bouches et les touchés de bouche, la vibration dans le vin est tout à fait différente. Comment toi, tu vis avec ces deux vins? Voilà. Comment tu pourrais présenter ces deux vins? Déjà, les sols sont très différents puisque la cuvée Gamèse, 100% volcanique, hein, sur du pied de volcan de la Madone et un micro-volcan qui s'appelle le Pigeonnier. Et à l'inverse, de l'autre côté du village, la migmatite est un granit de type métamorphique. En gros, vous m'arrêtez, Florence, si je me bourre, mais c'est du très très vieux massif érodé qui est redevenu de la roche au fil de millions d'années, de pression, dépression, etc. Donc, pas du tout de volcanisme. Et à l'inverse, uniquement du volcanique sur Gamèse. Il y a une petite différence de cépage aussi, mais qui joue assez peu, puisque dans le Gamèse, on a un peu de gamay teinturé. Il y a 50% de teinturé et 50% de gamay. Et après, voilà, c'est vraiment les notions de terroir qui vont différencier les styles de chacun de ces vins. On en parlait ensemble, un côté très vertical, très sur la précision, la tension. On dit souvent qu'on a des vins acides et analytiquement, ils sont souvent un peu moins acides sur les basaltes que sur les granites. Mais il y a cette perception ciselée, tendue, fraîche,
du fin de bouche très rafraîchissante, comme dit Franck, qu'on a toujours sur les basales. Et à l'inverse, on a une dimension plus horizontale, plus carrée sur les granites de type pneumatique, avec souvent des structures plus marquées, des noms plus astringents, et des aromatiques un peu moins sur le poivre et le grillé, davantage sur du fruit rouge classique. Voilà, c'est les deux grandes différences qu'on peut faire entre ces deux vins. Et effectivement, lorsqu'on a fait une dégustation, qu'on l'a fait en dégustation géosensorielle hein, avec des pros du vin lors de salons professionnels là, à Montpellier. Et en fait, ce qui est ressorti sur ces deux dégustations, c'était très net. Le granit, on retrouve vraiment ces salivations aussi qui vont venir, comme on travaille à l'école aussi, d'après les travaux de nos amis géologues et chercheurs avec Gabriel Lépouzé, etc. On a compris qui est neuroscientifique et chercheur à l'Institut Pasteur, on a compris aussi que sur les sols plutôt cristallins ou granitiques, on a souvent des salivations aussi qui vont vraiment être actionnées sous la langue et ça fait vraiment une salivation très dynamique aussi. Sur le devant de la langue, sur le devant comme ça. Donc on ne va pas rentrer en précision ce soir, mais en tout cas, c'est des choses qui se retrouvent. Et justement, dans le groupe où on a animé cette dégustation, on avait des anciens apprenants de l'école qui ont tout de suite ressenti ce style granitique, cristallin dans les vins. Donc ça veut dire que ces vins-là, tes vins en tout cas, Gilles, transmettaient bien le message du lieu. Sans doute parce qu'il n'y a pas de maquillage dans les vins et il n'y a pas de filtre et ça, le message du lieu se transmet bien. Et ensuite, effectivement, sur la cuvée plutôt Urfé, on retrouvait des textures plus graphites et effectivement aussi des tanins plus marqués, un toucher un peu plus relief. Donc ça, c'était très, très joli aussi sur la perception tactile. En termes de tactile aussi, de toucher en bouche, il y avait des perceptions tout à fait différentes. Donc voilà, très beau moment avec tes vins que je vous invite tous à découvrir. C'est vraiment très intéressant et très pédagogique de pouvoir faire la comparaison des vins sur les cuvées, de cette manière en fait. Surtout sur la notion, comme tu disais, soit aromatique ou perception touchée en bouche. Voilà. Peut-être que... alors, est-ce qu'on avait des questions justement? Donc, comme disait Franck, voilà, une dégustation qui met le lieu de production au cœur. Hein. Franck, tu voulais peut-être prendre la parole sur ce sujet-là. La perception tactile. Parce que nous, on baigne dedans, à force de tricoter des cailloux et de les lécher, etc. On est dedans. C'est vrai que la dégustation géosensorielle, c'est vraiment le rapport avec le lieu, le vin de lieu, le terroir, etc. par la révélation. Ça se manifeste beaucoup en bouche par moins d'aromatique et, comme le dit Jacques Rigaud, plus de tactile, plus d'impression. On revient vraiment à une dégustation plus tactile qu'une dégustation plus aromatique. Puisque la composition des sols et la façon dont c'est accompagné, comme on le disait Justine sur les neurosciences, va conditionner, on va dire, le toucher de bouche. D'ailleurs, je vous invite à regarder là sur le site de la Revue des Vins de France demain ou après-demain. On a fait une conférence avec Gabriel à Wine in Paris sur le toucher du vin. Donc, il y a un petit résumé de 20 minutes qui explique bien, enfin Gabriel voilà, et moi-même, on explique bien les différentes dimensions du toucher, puisque souvent le toucher du vin, on confond souvent les mots toucher et texture. Quand on parle de texture, on parle souvent de la surface du vin, alors que le toucher englobe bien sûr la surface, mais aussi la consistance, l'épaisseur, le mouvement thermique. Il y a plein de choses. C'est un concept qui est très intéressant à préciser, déjà pour être au clair avec ce dont on parle, et c'est très intéressant parce que le toucher du vin, j'aime à dire que moi c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas trop, on peut pas maquiller le toucher du vin. On peut maquiller la matière, on peut maquiller l'extraction, on peut faire de la matière, de l'extraction du fruit, ça on sait faire de façon artificielle, mais la finesse d'un toucher, la finesse comme le soyau de velours, c'est plus compliqué, c'est même impossible à falsifier, on va dire. Alors aussi, il y a quelque chose qu'on ne peut pas trop falsifier, c'est est-ce que le cépage qu'on plante aussi est adapté au lieu? Est-ce qu'il y a fusion aussi entre la parcelle et le cépage? Donc, est-ce que justement vous avez... donc, je voulais passer la main aussi à Pascal, qui réfléchit en ce moment à peut-être faire planter ici dans les Alpes-Maritimes, des cépages qui sont
planter sur d'autres grands terroirs du monde volcanique pour faire des tests, justement. Alors, Ouais, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? ça, c'est un petit peu mon rêve parce que je me dis qu'à faire du vin, il faut faire quelque chose et répondre aussi à des changements climatiques. Alors, c'est une question qui est posée en Provence depuis maintenant 3 4 années et les Côtes de Provence ont réussi à obtenir une autorisation de 7 ou 8 cépages qui sont des cépages du Sud à hauteur de 5% dans leur droit de plantation aujourd'hui. Donc, il y a des cépages comme le Nero d'Avola, il y a le Godelo qui est lui espagnol, il y a des Xinomavro qui viennent de Grèce et cépages italiens. Donc, il y a une réflexion aussi sur les cépages qu'on va remonter un peu vers le nord pour répondre au changement climatique. Et en même temps, moi, il y a des lieux qui me parlent et Santorin, c'est un lieu qui me passionne depuis quelques années et je goûte énormément de vins à base d'assyrtiko et j'adore. Voilà, j'adore ce cépage. Je trouve que ça donne des très grands blancs. Maintenant, il faut savoir que là-bas, souvent, ce sont des vignes préphyloxériques. Moi, je travaille avec des cuvées qui viennent de Chatsidakis sur des gros terroirs de Chatsidakis. Flo les connaît très bien et on a affaire à des vignes qui sont plus que centenaires, 150, 200 ans. Alors, est-ce qu'avec ce même cépage-là, on sera capable de faire quelque chose? J'en sais encore trop rien. Ce que j'ai trouvé, c'est un vigneron qui a planté de l'assyrtiko il y a 6 ans à Pic-Saint-Loup. Et donc, je suis allé le voir, j'ai goûté les vins, j'ai regardé où étaient plantées les vignes, sur des sols assez riches, profonds, argileux. Et quand on goûte les vins, ça ressemble à l'assyrtiko, mais ça n'en a pas l'énergie et la longueur. Et donc là, je me dis, c'est juste parce qu'en fait, ce cépage n'est peut-être pas complètement à sa place. Donc, je lui ai pas volé, je lui ai demandé de me donner des bois. Et là, au mois de mai, on va surgreffer parce qu'effectivement, le cépage adapté au lieu, et ben, mon prédécesseur, là, Sébastien, qui a créé le vignoble, avait travaillé en Bourgogne et en Roussillon et avait planté des chardonnays. Et ben, le chardonnay, nous, on l'a vinifié cette année. L'année dernière, il n'avait rien fait d'exceptionnel et c'est vraiment sans intérêt. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est pas bon, mais enfin, on est dans ce niveau-là. Donc, du coup, le chardonnay, ben, aujourd'hui, il va être surgreffé en assyrtiko parce que j'ai fait alors un truc qu'on fait sur un cahier d'école, hein, mais je me suis dit, quitte à changer le cépage, mettons un cépage adapté sur un terroir volcanique. Nous sommes en Méditerranée, prenons un cépage méditerranéen. Et je trouvais que Assyrtiko volcanique France, ça répondait un petit peu à Santorin. Alors, je ne sais pas quel sera le niveau du vin à la sortie. Ça sera rendez-vous dans 2 ans parce que ça va aller vite. On surgreffe au mois de mai cette année. L'an prochain, on a une récolte. 6 mois après, on pourra en parler. Voilà. Et prochaine étape, comme le Nero d'Avola a été autorisé et que j'aime aussi ce cépage, on a commandé 2500 pieds de Nero d'Avola qui seront plantés l'année prochaine sur une parcelle qu'on doit replanter. Mais là, bon, il faudra attendre 3 feuilles ou 4 ans pour avoir un peu un résultat. Voilà. Mais j'ai un peu cette idée-là. Et quand on parlait de sol tout à l'heure, question peut-être pour Gilles et Flo, mais sur des analyses de sol qui ont été faites, moi, sur le sol, la rhyolite de l'Estérel, La rhyolite, on en trouve aussi à Savenière et dans l'Anjou. On en trouve à pas mal d'endroits, en Anjou, exactement. Et en fait, la rhyolite, nous, on a un sol qui est plutôt acide. Alors, est-ce que tous les terroirs volcaniques sont plutôt des sols acides? Là, j'en sais encore trop rien. Mais il se trouve qu'on a un sol acide et que dans les vins, on a toujours cette sensation un peu tonique, fraîcheur. On a des syrahs aujourd'hui et la syrah dans le sud aujourd'hui, souvent, c'est vite ennuyeux. Mais il se trouve que les syrahs qui ont été faites l'année dernière, donc je n'étais pas arrivé, ça a été vendangé avec des très fortes maturités, ce qui aurait normalement dans le sud donné des vins confiturés, compotés, façon Rhône Sud excessive. Et là, après à l'élevage, Franck les a goûtés il n'y a pas longtemps sur un œuf béton. Ça fait 1 an que c'est dans l'œuf béton. C'est des syrahs qui titrent 14,7, 14,8. Et c'est frais, c'est fin. On le sent pas. Hein. Non, mais on est Rhône Nord. Et donc le terroir a bien un impact. Puisque cette même syrah fait sur le terroir dans le centre Var, ça aurait été un peu confituré. Voilà. Il y a Donc, Flo qui oui, ouais, sur l'acidité des sols volcaniques, vrai ou faux, enfin, Flo.
Oui, je voulais juste apporter une petite parenthèse pour faire voilà, attention. Ah bah, Audrey me complète. Voilà, quand on dit On va passer sol, la 2 minutes, si elle veut. voilà, quand on dit sol acide, ça veut dire qu'il y a un fort taux de silice. Et quand on dit sol basique, ça veut dire qu'il y a très peu de silice, que c'est très pauvre en silice, comme les basaltes. Fort taux de silice, c'est comme les granites ou les rhyolites. À ne pas confondre avec l'acidité du vin, parce que sinon, ça Ouais, crée ouais. une confusion. Voilà, c'est le même terme, mais l'acidité pour le géologue, c'est le taux de silice. Merci. Audrey, tu veux dire un mot peut-être là-dessus, non? Si tu es avec nous. Alors, Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Vous m'entendez? Oui. Parce que je suis dans le TGV, donc ça risque de couper. Mais je vous écoute et je vous suis. Oui, alors, en effet, alors, dans les premiers constats, donc, il y avait Gilles qui parlait tout à l'heure de l'étude de Vinora, l'Association des vins volcaniques. Alors, elle a été présentée et publiée en novembre dernier à Lyon et elle est disponible sur Internet. Et en fait, ils ont analysé plusieurs terroirs en Auvergne et ils ont comparé avec des terroirs argilo-calcaires. Et le pH s'avérait plus élevé sur les terroirs basaltiques que sur argilo-calcaires. Et si on fait le lien avec le livre... Et ça coupe. Ouais, c'était un peu prévisible. J'ai mis le lien de Vinora. Je vais mettre aussi le lien de Loire Volcanique. Hein, l'association aussi nous permettra d'aller voir un petit peu les couches qui ont été faites. Ouais. Tu veux compléter, Flo, peut-être, non? En attendant le retour de... Oui, donc effectivement, Oui, vous m'entendez plus. Ah, c'est bon, on t'entendrait? Oh, non. ok. On est parti. Bon, en tout cas, ça a été une piste qu'on a suivi, le taux de silice, et qu'on continue de travailler pour voir comment ça influence le toucher du vin. Et pour conclure sur la question des différences entre les volcans, des différences de roches qui existent, je dirais qu'aujourd'hui, les pistes qu'on a, c'est de se pencher davantage sur le paysage que sur l'origine et le type de volcan. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le type de paysage, quelle est la nature du substrat et comment il se développe, c'est-à-dire quelle est sa géométrie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argile, pas beaucoup d'argile? Est-ce qu'elles sont en haut, en bas? Où vont les racines? Et que fait la vigne? Qu'est-ce qu'elle prend dans ces sols-là, Voilà, qui sont très siliceux, ou qu'est-ce qu'elle ne prend pas et qu'est-ce qu'elle en fait pour que le vin ait ce caractère-là. Voilà, donc parce que la vigne n'est pas seulement une éponge qui va prendre passivement ce qu'il y a dans le sol, donc elle va prendre ce dont elle a besoin. Effectivement, on ne peut pas faire de raccourci sur ce qu'il y a dans la roche et ce qui va se retrouver ensuite dans le vin. Exactement, c'est un des raccourcis les plus confusants qui existent. Donc là, on se penche tout doucement, on ne sait pas encore grand-chose là-dessus, mais sur nos prochains ateliers, on va travailler encore sur les natures argileuses et leur comportement, et surtout le comportement de la vigne. Qu'est-ce qu'elle fait de ces roches qui sont pas comme les autres, qui sont pas comme les sédimentaires, pas comme les univers calcaires ou argilo-calcaires. Voilà. En tout cas, vas-y, je t'en prie, Justine. Non, vas-y, je t'en prie. On peut vraiment retirer à travers ce qu'on entend ce soir, c'est que, on le sait déjà et on en est des grands promoteurs tous présents ce soir, le terroir a un impact fort sur le toucher et sur la vibration du vin. Et il y avait une remarque de Gérard, justement, parce qu'on a beaucoup parlé des francs de pied. Et c'est vrai que, donc ça, c'est peut-être une question que je vais retourner à Flo. Il y a beaucoup de terroirs volcaniques qui peuvent être francs de pied, mais est-ce que c'est une généralité ou pas? Il y a beaucoup, si ça dépend, s'il y a une dégradation avec. En fait, on ne peut pas planter trop de francs de pied lorsqu'il y a trop concentré d'argile, enfin beaucoup de terre argileuse. Voilà, parce que le phylloxéra peut se déplacer, etc., attaquer. Donc, c'est vrai que ça dépend de la dégradation des sols. Donc, parfois, sur certains sols, on peut avoir des francs de pied, sur certains d'autres. D'ailleurs, on avait dit, oui, lors d'une précédente séance, vous avez raison, Gérard, hein, on avait fait tout un focus sur les francs de pied. Alors, c'est vrai que souvent, on disait que ça pouvait aussi être plus net, le message
voilà, le message en tout cas entre la parcelle et le goût du vin, avec des vins très précis aussi, nets. On parlait souvent de netteté et de pureté dans ces vins-là, mais chose qui peut aussi être représentée sur certains vins dans lesquels on a sur des parcelles qui sont très vivantes, avec une vraie biodiversité, avec un vrai travail de mycorhizes aussi, champignons qui vont pouvoir aussi laisser passer au mieux tous les minéraux qu'on retrouve dans le sol. Et donc, comme on retrouve chez les vins de Gilles, justement, où on retrouve une vraie expression du lieu. Donc, si le lieu est rempli d'une vraie biodiversité, quelque chose de très en vie, je pense que peut-être que, Gilles, tu peux nous en parler un petit peu, comment tu travailles ces sols et quelles sont les problématiques aussi que tu retrouves sur ces sols volcaniques. Peut-être que certaines parcelles de granit répondent de manière différente par rapport à tes autres parcelles. On pourrait en parler justement de ce sujet-là, mais en tout cas, j'imagine que la biodiversité est quelque chose de très important et de rendre les sols en vie pour pouvoir rendre le lieu le plus expressif possible dans le goût du vin. J'ai mis dans le chat un article qu'a sorti la RVF sur les vins de Loire, les vins volcaniques de Loire. On t'écoute, Gilles, peut-être comment tu vis, toi, et au quotidien avec ces parcelles, quelles sont les différences d'un point de vue vigne, en fait? Oui, j'en ai dit le mot tout à l'heure. La toxicité du manganèse et de l'aluminium qui sont très présents, sont des minéraux très très présents dans nos sols. Et je fais le lien avec ce que disait Florence sur les teneurs en argile. On est, nous, entre 32 et 35 teneur en argile entre 32 et 35%, ce qui est énorme. La moyenne du Beaujolais, c'est 8 à 15%. Donc, on est sur des sols très siliceux. Chez nous, il y a une proportion d'argile, beaucoup de silicate d'aluminium. Ah, on n'entend plus Gilles. On a perdu Gilles. Je disais donc des sols extrêmement argileux sur tous nos basaltes. On va de 32 à 35% d'argile sur les basaltes à nous. Et rajouter à ça la teneur en manganèse et aluminium qui est très élevée, on a souvent des problématiques, c'est de l'agronomie, de carence en bord, un oligo-élément qui est fondamental pour la bonne fructification des baies. Et le fait d'avoir des années sèches, par exemple comme 2022, a encore amplifié le phénomène de carence en bord. Bref, les sols volcaniques sont à la fois fertiles, mais à la fois nécessitent un amendement régulier. Il faut tous les ans quasiment apporter un amendement organique, puisqu'il y a une décomposition très rapide, une solubilisation très rapide des éléments nutritifs minéraux, azote, phosphore, potasse essentiellement. Et la toxicité des manganèses aluminium fait que certains éléments comme le bore ou le fer peuvent être manquants et mal assimilés par la plante. Donc, ce n'est pas des sols faciles à travailler. Est-ce que c'est lié uniquement au fait qu'ils soient volcaniques ou aussi à cette forte teneur en argile? On ne sait pas trop. Mais voilà, ça pousse très bien en 2, 3, 4e année après plantation. Et souvent, on a un phénomène de calage en année 5, 6, 7, qui fait que on s'imaginait avoir des vignes hyper vigoureuses et à l'arrivée, on n'a pas des rendements phénoménaux sur ces parcelles-là. Et aussi, pour répondre à une question tout à l'heure qui a été posée, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on peut faire des vins de garde sur les sols volcaniques? Bonjour les raccourcis aussi, mais voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Nous, on a commencé à faire des volcaniques purs en 99. Et régulièrement, on ouvre des bouteilles, notamment pour les vendanges. C'est des moments d'échange. C'est toujours intéressant de faire profiter les gens qui triment à la vigne avec nous du potentiel de garde. C'est souvent des gens du coin qui n'ont pas du tout un bon feeling avec notre appellation, une très mauvaise presse en local, une forêt. Et on les bluffe à chaque fois. C'est vraiment, encore une fois, non pas l'acidité intrinsèque du vin qui fait que ça se tient, mais cette tension, cette fraîcheur qui fait que on ouvre des vins de 15, 20 ans, voire pas de vendange, on n'est jamais déçu. Il y a un caractère assez pinot, enfin, une évolution de vieux pinot assez récurrente sur les vignes.
Et pour répondre à la question, moi je suis un grand fan du nom du vin que je viens de mettre. C'est un vin blanc qui est fait au lac Balaton, dans l'ouest de la Hongrie, donc sur des sols de basalte, des orgues de basalte noir. Et voilà, on ouvre, j'avais ramené quelques bouteilles à l'époque, j'ai pas mal de 2005, on en ouvre une de temps en temps avec Pascal et Justine. Et voilà, c'est des vins qui ont un potentiel de garde certain, voilà, bien sûr, ça c'est clair. Alors, après, j'ai vu une question passer concernant les soufres, les sulfites. Oui. Il y a une question qui est passée en disant, est-ce que sur les sols volcaniques, du coup, est-ce qu'il y a plus de soufre? Est-ce qu'il y en a besoin, pas besoin? Moi, j'ai pas observé parce que j'ai pas encore fait beaucoup de vinif, mais a priori, rien à voir. C'est pas parce que c'est un sol volcanique qu'il est changé en soufre. Après, Gilles va nous dire, mais Moi, j'ai jamais constaté, et là pour le coup, des analyses soufre, on en fait très régulièrement. J'ai jamais constaté des teneurs en sulfite dans les vins, en tout cas, plus élevées. Dans les sols, quand on fait des analyses de sol, on a des teneurs en soufre, élément S, assez élevés, sur tout ce qui est volcanique. Et le soufre, lui, est très utile à la fertilité des sols en agronomie. Il arrive sur certains terroirs dépourvus naturellement de soufre, qu'il y ait des apports de soufre. Mais nous, on est plutôt riche, voire excédentaire en éléments soufre au niveau de la vie des sols. Et à l'inverse, dans les vins, aucun lien entre ce qu'il y a dans le sol et le soufre qu'on peut retrouver dans les vins. Ça, c'est vraiment plutôt une pratique et mon intention, en tout cas, de tout le travail que tu fais en amont à la vigne, etc., qui permet justement de plus ou moins sulfiter le millésime, etc. Tout à fait, pas forcément. C'est l'équilibre nutritif qu'on souhaite apporter à l'élément végétal, à la vigne, qui va permettre d'avoir des fermentations qui se déroulent bien, des teneurs en azote élevées. On a toujours des teneurs en azote très, très élevées. Je ne l'ai pas précisé, mais le domaine est en bio depuis 2001 et en biodynamie certifiée depuis 2008. Et la plupart de nos parcelles volcaniques sont issues de friches ou même de forêts qui n'ont pas connu la chimie. La plupart des parcelles ont été défrichées entre 1999 et 2010. Et elles ont été cultivées en vigne jusqu'à entre les deux guerres, 30-40, donc avant que la chimie n'arrive sur nos terroirs. Il y a une vie microbienne assez riche, assez intense, et du coup des expressions de terroir assez marquées, puisqu'on a besoin d'aucun intrant œnologique, ni d'azote, ni de levure, pour que les fermentations aillent bien. Et ça fait partie du maquillage dont Pascal parlait tout à l'heure. On n'a pas chez nous parce que voilà, les terres sont vierges. Je te laisse répondre sur la question de notre ami M. Roquette. Je réponds. Oui, justement. Alors, voilà, Monsieur Roquette nous dit, voilà, les vins de volcan ont souvent cette fluidité typique. Quel est le terme en géosensoriel? C'est vrai qu'on retrouve très souvent dans la dégustation géosensorielle ces fluidités de bouche. Et puis une texture un peu avec un tout petit peu de relief, un peu resserré, enfin, que je trouve très joli et très élégant. Alors comment on pourrait les définir, ces touchés? Toi, tu aimes bien parler de toucher aussi, Pascal. Comment tu définirais, toi, cette matière ou ce toucher? J'en sais encore trop rien. J'ai eu beaucoup d'expérience avec des vins de type volcanique, avec des touchés différents. C'est ça, ça dépend tout à fait des régions, du cépage. En fait, il y a l'adéquation cépage-lieu, Ouais. évidemment. Et en fait, c'est ça qu'on veut. Alors, l'objectif aussi de ce Wine Talk Show, c'était aussi de dire, et voilà, pas faire de raccourcis, que chaque parcelle et chaque région viticole a ses propres codes, et même si tu nous l'as dit tout à l'heure, il y avait des liens entre les origines il y a des millions d'années. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut dire que chaque région viticole aussi, en fonction de l'adéquation cépage, sol, va avoir et va développer en bouche des touchés différents, des arômes différents, etc. Donc, un gamay sur volcan qui serait en Côte du Forez va avoir un goût différent qui serait dans une autre région viticole aussi. Voilà. Donc, c'est important d'observer aussi les dégustations géosensorielles
dans une région même. Je pense qu'on peut faire repérer des similarités entre les gamets en Côte du Forest, par exemple, ou les gamets sur granit, par exemple du Beaujolais, ou les granites de la région aussi d'Auvergne. C'est plutôt dans ce sens où on peut voir des similarités et faire des comparaisons. Après, chaque région est différente et donc c'est important de creuser en ce sens. Pour rebondir sur la remarque de notre ami Monsieur Roquette, là, pour moi, c'est plus de la dimension du toucher, hein, parce que la matière, c'est quelque chose qui est plutôt dans la démonstration, dans la largeur. Et je trouve que c'est plutôt finalement la surface du toucher, la texture, hein, comme on disait tout à l'heure. C'est pour moi un peu plus le marqueur du terroir volcanique. Pour moi, encore une fois, c'est un peu généraliste, hein, mais ce serait plutôt ma lecture à moi. Merci à Bernard d'avoir mis les deux études. Et justement, pour terminer là-dessus, c'est intéressant ce que dit Monsieur Roquette. Et en termes de géosensoriel, justement, on travaille beaucoup là-dessus avec Audrey qui a parlé un petit peu, qui était dans le train. Donc, elle mène aussi pour l'école des travaux de recherche sur la dégustation géosensorielle, comme on a 300 apprentis sommeliers cavistes dans toute la France qui dégustent, entre autres, les vins de Gilles et d'autres vins, les vins de l'Estérel et d'autres, et qui, eux, en fait, font beaucoup de dégustations aujourd'hui géosensorielles où on a, avec une appli par téléphone, ils peuvent noter tous leurs ressentis en termes de toucher, de salivation, voilà, de relief, de grains dans les vins, d'aromatique aussi. Donc, on va pouvoir avoir une base de données. Donc, on mène ces travaux de recherche en ce moment. On vous en dira plus dans les mois à venir grâce aux travaux menés par toute l'école, par tous les formateurs, par les jeunes qui sont à l'école avec nous et par notre chère Audrey qui mène ces travaux. Et on est en train de finir avec Justine là, un article qui sortira dans la revue des vins de France sur les techniques de dégustation, entre autres, dans les mois qui viennent. Voilà, donc avant de conclure notre spécial vin de volcan, la semaine dans 15 jours, pardon, nous ferons une spéciale donc talk show sur les reconversions, les entrepreneurs du vin qui ont commencé à se lancer, un peu comme toi Pascal, hein, la reconversion après être sommelier, je deviens vigneron. Quels sont mes freins, mes problématiques, mais quelles sont mes motivations aussi. On va vraiment parler à cœur ouvert. Alors, cette fois-ci, ce sera plutôt un talk show moins sur le vin, mais plus sur l'humain, cette fois, avec plus une dimension passionnée de vin. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que j'ai tout quitté pour me lancer pour la voie du vin. Et donc, ce sera très joli aussi, un très beau moment entre humains, parce qu'on boit du vin aussi pour tisser des liens. Moi, j'ai tout quitté sauf mes bouteilles. Bon, merci à vous tous. On va laisser un petit mot de la fin à Pascal et à Gilles et à Flo. En tout cas, merci de votre fidélité. On était 230 inscrits, une centaine de personnes présentes ce soir, un peu plus de 120, 230 inscrits. Donc, merci de votre fidélité puisque ça nous permet d'aborder différents sujets. Merci à vous tous et à vous toutes. Pascal et Gilles. Le mot de la fin, parce qu'il y a un petit message qui vient de passer de Viviane qui dit « J'habite en face de l'Oasis, est-ce que je peux venir ?» Demain après-midi, rendez-vous pris, parce que demain après-midi, on va boire un canon avec un copain, donc il y aura un truc à goûter. Voilà, je ne connais pas encore l'horaire, mais il y aura moyen entre 15 et 16. Voilà, pour le mot de la fin, voilà, moi je vais découvrir un univers nouveau parce que les sols c'est une chose, mais la vinification c'est complexe, le choix des élevages. Et aujourd'hui, vouloir faire des vins d'un terroir volcanique, moi j'ai pris le parti de ne pas vouloir de barrique. Il n'y en avait pas dans le domaine. Et donc, du coup, on va travailler sur du béton. Et les blancs vont être à partir de maintenant vinifiés en œuf béton. Les rouges sont vinifiés de façon classique dans des grandes cuves tronconiques et on va les élever dans ces mêmes cuves tronconiques bois pour ne pas les marquer. Parce que exprimer un terroir, c'est éviter les apports exogènes. Voilà, donc on va essayer de travailler aussi à partir de cette année en levure indigène totale, parce que la première vinif de l'an dernier a été faite à 50-50. Et donc on va jouer sur levure indigène, on va actionner tout ça. Mais je pense que c'est long. Voilà. Moi, j'étais en restauration et en cuisine, et quand on décidait de faire un nouveau plat ou de goûter un nouveau vin, on réouvrait une bouteille où on réessayait tous les jours.
et on avançait en une semaine. Mais là, on n'a pas 50 vinifs dans l'année. Donc voilà, on a fait plein d'essais cette année pour essayer de comprendre les réactions d'une macération, de raisin avec vendange entière ou pas. Et à la fin, on a assemblé parce que c'était des essais. Voilà, donc ça va nous permettre de se construire. Mais je crois que chaque année, la climatologie est différente et la remise en question sera permanente. Voilà. En tout Merci, cas, voilà, Pascal. l'aventure est intéressante et donc c'est parti. Maintenant, il faudra goûter. Gilles? Non, moi, je vois un grand avenir pour les vins volcaniques puisque les gens ne veulent plus d'alcool dans le vin, ne veulent plus d'excès d'alcool. Et on a cette chance que même sur des années chaudes, avec des 13,5 sur le Gamay, il n'y a absolument pas de lourdeur. Le côté rafraîchissant du volcanique s'exprime à plein et on l'a vu sur les 2018, des 2020 au domaine. À aucun moment on était capable de ressentir une quelconque chaleur en bouche sur les cuvées volcaniques. Donc ça, c'est vraiment un élément qui va aider à la vulgarisation des vins volcaniques. Et je suis très optimiste sur l'avenir de ce qu'on pourra proposer à nos clients amateurs grâce à ces terroirs. Merci à tout le monde. Merci Flo. Merci Audrey. Merci à toutes et à toutes votre fidélité. Merci Justine. Merci Pascal. Merci Gilles. On se retrouve dans 15 jours. Merci.